Madame, monsieur, bonsoir. Ça ne retombe pas. La colère des Marocains face à la cherté de la vie et le recul de leur pouvoir d'achat enfle chaque jour et mobilise depuis plusieurs mois des milliers d'entre eux dans près d'une quarantaine de villes du pays. Dimanche, une manifestation à caractère national a été interdite par les autorités marocaines, craignant un débordement incontrôlable. Après des semaines de répression, le gouvernement d'Akhanouch a tenté de jouer la carte de l'augmentation des subventions sur l'énergie et la farine, des mesures bien dérisoires dans un pays où plus de 20% des Marocains les plus riches concentrent plus de la moitié des revenus, selon des chiffres officiels d'ailleurs. Le Front social, qui draine de plus en plus de suiveurs, notamment parmi les partis politiques, dans son vaste mouvement de protestation, rejette aussi la normalisation avec les sionistes, un projet conclu dans le dos des Marocains et vécu de plus en plus comme une trahison de la cause palestinienne. C'est ce que nous allons tenter d'analyser ce soir, cette situation au Maroc, avec notre invité. Bienvenue dans Vision. Et on reçoit, pour en parler, M. Belal Kanti, analyste politique. On le reçoit via Skype depuis l'Espagne. Bonsoir, M. Kanti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, rien ne semble calmer la rue marocaine. D'abord, pourquoi, selon vous, les autorités marocaines ont interdit cette manifestation de Casablanca? Pourquoi celle-ci en particulier? Bon, les autorités marocaines, en général, ils n'aiment pas les manifestations, surtout que au Maroc, le Front social est en ébullition quasi permanente. On a constaté une série de manifestations répétées, que ce soit contre la normalisation et les accords de sécurité avec l'entité sioniste, que ce soit dans le RIF, que ce soit contre les conditions de vie des enseignants ou la toute récente de la semaine dernière. Donc, le Maroc est un pays où le régime est tyrannique et la population ne cesse de se manifester pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol et pouvoir réaliser quelques revendications vitales et essentielles pour la population. Rendez-vous compte, au Maroc, c'est même plus en fait original ou même révolutionnaire de dire que le régime au Maroc est tyrannique. On ne cesse de le lui répéter. Ce régime dit régulièrement, tous les jours, qu'il est là depuis 1000 ans et il entend rester 1000 ans encore. Donc, c'est pour vous dire l'insolence de ce régime. Et donc, la population marocaine n'a de solution que de sortir dans les rues d'une façon permanente. Alors, cette interdiction, elle est venue suite au caractère probablement national. C'est ce que cherchait en tout cas le Front social. Malgré cette interdiction des autorités marocaines, le Front social a tout de même tenu un sit-in, le centre-ville de la capitale économique du Maroc. On parle d'une opposition revigorée, défiante, et ça, les autorités marocaines ne l'a pas vu venir. Pour quelles raisons, selon vous? Eh bien, le régime marocain pense avoir obtenu la paix sociale, pense-t-il, parce que ce régime vit essentiellement par la propagande. Le régime le Maroc est un village Potemkin. C'est une tyrannie où tout est beau, tout est magnifique jusqu'au dernier quart d'heure. Mais on voit que la réalité est tout autre, que les manifestations ne cessent de se répéter. Le Front social en question, dont vous parlez, avait fait appel à cette manifestation, et bien qu'elle soit interdite par les autorités marocaines, les manifestants ont quand même maintenu leur sit-in pour exprimer leurs revendications. Celles-ci tournaient autour des conditions sociales,
déplorable de la population marocaine, mais aussi contre la corruption du système et également contre la normalisation avec l'entité sioniste. Autant de préoccupations majeures pour le peuple marocain qui finalement ne trouve pas son compte avec ce régime politique. Et donc le régime marocain, en fait, n'a de solution que la répression. On a vu les images où les manifestants pourtant pacifiques et pacifistes ont été violemment réprimés. Mais ce Front social, pour revenir à ma question, qui s'organise, qui assoit davantage son influence dans ce vaste mouvement de contestation qui devient national, qui touche près d'une quarantaine de villes du Maroc. Comment est-ce qu'il s'est organisé finalement au fil des ans? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et il draine avec lui des partis politiques, des militants, notamment au sein d'organisations syndicales. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et de se fortifier au fil du temps. Il n'y a aucun doute que le mouvement, il est là, il est ancré. J'en veux pour preuve cette répétition de manifestations. Il est profondément ancré dans les souches populaires. Et bien que ces manifestations se déroulent dans les villes, il faut aussi rappeler que d'autres protestations extrêmement symboliques se sont déroulées aussi dans les campagnes, dans les villes d'Imider par exemple, ou dans la ville minière de Jrada, ou dans la ville de Tata, où la population rurale en avait ras-le-bol que la richesse locale était quasiment pillée par des sociétés liées au roi du Maroc et que leur jeunesse souffre de la misère et du chômage. Donc ce mouvement, il est bien ancré, il a l'avenir devant lui et on a vu qu'à chaque fois, le prétexte est bon pour que les manifestations se relancent parce que, en fait, l'équation sociale et politique est quasiment insoluble par le régime marocain, à part à travers de la propagande et le mensonge, voilà, qui tente à montrer le Maroc comme une démocratie, comme sous une belle façade, alors que la réalité est tout autre. Mais donc, ce mouvement est un mouvement réel et il n'est pas prêt de s'arrêter ou de cesser. Ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est ce front social qui s'organise autour principalement des partis de gauche. On dit d'abord que les partis islamistes sont absents, mais qu'ils ne seraient pas désirés dans ce front social. Et puis, vous disiez que finalement, tous les arguments étaient bons aujourd'hui pour attaquer le Marzen. Il y a aussi cette évolution dans les luttes du front social, parce qu'il ne se cantonne plus au front politique, mais va attaquer le front économique, les inégalités, les disparités sociales. Et c'est le flanc mou de la monarchie, du Marzen en général. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que quand même 16% de la population au Maroc vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec $1 par jour. C'est quand même énorme. Que la population rurale vit une détresse au quotidien, pareil dans les périphéries des villes, et le front social est extrêmement précaire. Et on a constaté effectivement une alliance politico-syndicale pour maintenir cette protestation contre la situation qui prévaut au Maroc. Alors, c'est pas que des revendications sociales, c'est aussi politique. Tout est politique de toute façon, mais on a vu au cours des manifestations des slogans qui répétaient par le passé que le peuple veut la chute du régime, le peuple veut la chute de la corruption, ou alors le peuple veut la chute de Akhnouch. Ils concentrent leurs revendications autour de chutes
c'est-à-dire changement brutal de la situation au Maroc. Alors, vous les voyez comment ou vous le voyez comment l'avenir de ces manifestations? On a vu que le gouvernement Akhanouch a tenté de calmer un peu la rue à travers des mesures qui n'ont pas eu l'effet escompté, des mesures de subventions sur la farine, sur l'énergie. On parle d'enveloppes budgétaires débloquées dans ce sens. Comment vous le voyez, vous la voyez la suite des événements? Aziz Akhanouch est un milliardaire proche du roi et donc il a une très mauvaise image, une très mauvaise posture, tout comme les pontes du régime au sein de la population. Donc il n'est pas crédible dans les mesures qu'il pourrait mener, d'autant plus qu'on voit bien que l'inflation est galopante, on voit bien que le prix des produits énergétiques sont extrêmement élevés, que les céréales, par exemple, deviennent une denrée rare au Maroc, et les mesurettes que compte prendre le gouvernement d'Akhanouch ne pallient rien face à cet océan de pauvreté et de misère dans lequel pataugent malheureusement les Marocains. Donc, et d'ailleurs, quelle est la part de liberté et de manœuvre d'un gouvernement au Maroc? On sait très bien que celui qui gouverne et qui règne au Maroc, c'est le roi lui-même. Oui. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le gouvernement. Donc vous le voyez comment, l'avenir, avec ces manifestations qui risquent de s'inscrire dans le temps? On disait les partis islamistes qui ne sont pas du tout, très peu en tout cas, partie prenante de ce mouvement de contestation. Pourquoi d'ailleurs selon vous? Les partis islamistes ont été quelque part amadoués par le régime depuis qu'ils ont été vus offert le gouvernement au Maroc à travers Ben Kiran et Saad Lathmani et sont devenus une opposition quelque part, d'une opposition de façade à un gouvernement du roi. Mais à n'en pas douter que la profonde majorité des Marocains s'inscrivent dans l'opposition au régime. Mais c'est vrai que les leaders actuels de ces manifestations s'inscrivent plutôt dans une mouvance plutôt syndicale, plutôt dans ces mouvements d'enseignants, etc. Et on voit peu les organisations islamistes traditionnelles comme Al-Adl ou Al-Ihsan, qui d'ailleurs, après la mort de son leader, est quelque part un petit peu s'est affaibli quelque part. Mais le mouvement islamiste est là, il existe, il est diffus, il est fort, et sans doute il y aura une jonction entre les différentes tendances politiques pour continuer la lutte jusqu'à probablement la chute du régime, parce qu'à n'en pas douter, le fond des protestations répétées des Marocains, c'est vraiment le changement du régime, y compris par un changement brutal, bien qu'il ne soit pas dit et qu'il est déclaré comme revendication sociale ou revendication contre la normalisation avec l'entité sioniste, etc., etc. Mais le fond du problème, c'est vraiment politique. Alors, il y en a un qu'on ne voit pas, c'est le souverain marocain qui ne parle pas de cette crise latente de son pays. Pour quelles raisons, selon vous ? Le roi du Maroc est un roi qui est complètement effacé, il est complètement désintéressé de la politique publique, et ce qui l'intéresse, c'est ses sociétés, c'est connu, c'est un homme d'affaires. Monsieur El Khanti, en 2011, il avait réagi lorsqu'il y avait ce mouvement des printemps arabes qui avait touché le Maroc. Il était sorti pour annoncer la révision constitutionnelle qui avait abouti à l'époque à la constitution que l'on connaît aujourd'hui au Maroc. Cette fois-ci, c'est silence radio. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a changé?
Écoutez, depuis par exemple 2011, date des manifestations dans certains pays arabes. Le Maroc aussi a eu son mouvement de 20 février en 2011. Et le roi du Maroc, à chaque fois qu'il y a des manifestations comme celle dont je viens de parler, ou comme celle par exemple du Rif qui était, qui était très aiguë, eh ben, il sort pour annoncer quelques mesures qui finalement ne changent rien. Rendez-vous compte, depuis 2011, il y a eu énormément de manifestations, des crises aiguës comme celle du Rif, celle qu'on a vue tout récemment également, les autorités marocaines n'ont aucune solution. Parce que, en fait, la question est simple. Le régime est un régime prédateur, tel qu'il a été défini par de nombreux observateurs. Et donc, il n'a pas de solution à la situation catastrophique que vit le peuple marocain. Et donc, ces manifestations sont appelées à se répéter, à se durcir, à se renforcer. Et on n'est pas loin d'une prochaine crise qui probablement conduirait à la chute du régime carrément. C'est possible. Donc ce que vous dites, c'est que l'absence publique du roi Mohamed VI pourrait être interprétée d'une manière, comment dire, on peut se dire que le roi n'a pas de solution actuellement et préfère une fuite en avant plutôt que de proposer des solutions actuellement. Évidemment, mais de toute façon, que ce soit le roi ou que ce soit les pontes du régime qui l'entourent, n'ont pas à cœur les préoccupations du peuple marocain. C'est un régime, il n'y a qu'à voir les sociétés appartenant au roi du Maroc et comment ils ont prospéré à travers le holding royal Mada et une pléthore d'autres entreprises. Il n'y a qu'à voir aussi la fortune du Premier ministre. Et franchement, ils n'ont pas à cœur la solution des problèmes que traverse le Maroc. S'ajoute à cela que le régime est un régime empêtré dans une occupation militaire au Sahara occidental et les questions économiques ou les questions sociales sont le cadet de ses soucis. Donc en ce moment, cette crise n'est pas la priorité, c'est ce que vous dites, de la monarchie. C'est un peu une forme de mépris de la monarchie envers ses revendications. Absolument, c'est un mépris total. C'est un mépris total. C'est d'ailleurs ce mépris dans l'ADN de la monarchie régnante, c'est connu. Quiconque connaît comment a géré Hassan II le Maroc et comment par la suite ce même malheureux pays a été géré, et il comprend parfaitement qu'on gère le Maroc à travers un mépris total. Alors, je l'ai dit au début d'intervention, au Maroc tout est beau, tout est magnifique. Jusqu'au dernier quart d'heure, c'est un village Potemkin, je ne sais de le répéter. Il n'y a qu'à voir les indications socio-économiques qui sont au plus bas. Actuellement, par exemple, la crise économique que traverse et les bouleversements géopolitiques n'ont pas arrangé la situation. Et donc la situation, pour moi, est sombre au Maroc. C'est justement l'objet de ma question. Les mois à venir risquent d'être très compliqués pour les Marocains. Le milieu rural risque d'en pâtir le plus. Le secteur agricole, il faut le rappeler, porte le PIB à près de 14%. Le pays est frappé par une sécheresse impitoyable. Le Maroc veut se positionner désormais, et c'est un peu déjà le cas d'ailleurs, comme fournisseur mondial d'engrais grâce aux phosphates du Sahara occidental. Actuellement, il faut donner quelques informations pour éclairer les téléspectateurs. 20% de la production mondiale provient des territoires sahraouis. L'OCP marocain exporte plus de 8 millions de tonnes par an, fournissant jusqu'à 45% des besoins du marché international. De l'avis de nombreux experts, le Maroc est en train d'amorcer une nouvelle phase de pillage des ressources du Sahara occidental. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela, monsieur El-Khanti ? Écoutez, l'une des raisons, il y en avait plusieurs, et notamment des raisons qui n'ont rien à voir avec le Maroc lui-même ou son système politique, mais l'une des raisons de l'annexion et l'invasion du Sahara occidental est justement été le phosphate.
À cette époque, en 75 et les années précédentes, le Maroc voulait s'afficher comme un acteur majeur dans le domaine des phosphates. Et pensant qu'en occupant le Sahara occidental et qu'en s'emparant du plus grand gisement au monde, c'est-à-dire le gisement des phosphates de Fos Boukra, la région de Fos Boukra au Sahara occidental, il allait avoir le monopole et donc l'influence sur le plan international sur ces denrées stratégiques qui sont les phosphates. Et donc, on a assisté depuis à un pillage sans limite des phosphates sahraouis. Sans aucune valorisation d'ailleurs de ces phosphates. Le Maroc extrait à ciel ouvert ce minerai, il le transporte sur un tapis roulant jusqu'à l'Atlantique et puis des vraquiers viennent et l'exportent en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Mexique et ailleurs. Vous avez parlé des mutations géostratégiques, géopolitiques. En 2023, c'est-à-dire dès l'année prochaine, il y aura la construction de ce nouveau port abrité, un quai et une grande unité de production pour traiter les phosphates bruts. Avec cette crise mondiale des engrais, le Maroc, je vous le disais, pourrait en faire une monnaie d'échange avec des pays qui sont en faveur du droit international concernant le droit d'autodétermination du peuple sahraoui ou tout simplement qui sont neutres. C'est-à-dire que cela pourrait encore influencer ce conflit du Sahara occidental en faveur du Maroc. Oui, c'est ce qu'il a toujours tenté. D'ailleurs, on a vu partout l'OCP, qui est l'Office chérifien des phosphates, impliqué dans des opérations de propagande, de lobbying contre la lutte du peuple sahraoui. Ce n'est pas seulement une entreprise économique, c'est aussi une entreprise d'influence. Et donc, le phosphate est utilisé comme une arme contre la lutte du peuple sahraoui. Il faut tout de même que je rappelle que la communauté internationale, les pays qui commercent avec le Maroc, sur la base de cette denrée, n'en sort pas grandi, car on sait très bien qu'il s'agit du pillage d'un pays sous occupation militaire. C'est ce que le Front Polisario a toujours dénoncé auprès de ses gouvernements. La société civile internationale, notamment Western Sahara Resource Watch, a largement rappelé les gouvernements et les entreprises à leurs responsabilités, non seulement éthiques et morales, mais aussi juridiques. Car, in fine, la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources est une souveraineté permanente, telle que déclarée à plusieurs reprises par, notamment, en tout cas, 2 résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, où on affirme la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Et le peuple sahraoui ne fait pas exception à cette règle. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est sur le papier. Est-ce que, concrètement, les Sahraouis vont aller sur une bataille judiciaire concernant ces minerais de phosphate, comme ils l'ont fait pour les accords de pêche et d'agriculture avec l'Union européenne, pour attaquer ces multinationales qui viennent s'enrichir sur le dos du peuple sahraoui? Justement, je pense que le Front Polisario est désormais suffisamment outillé pour réfléchir à des batailles juridiques sur un bon nombre de questions, notamment celles économiques, qui sont le moteur quand même de cette occupation. Il faut rappeler que les phosphates génèrent énormément d'argent au régime marocain et il n'est pas prêt de délaisser le Sahara occidental tellement elle lui rapporte des revenus confortables. Donc je disais que la plus grande victoire du Front Polisario, déjà, c'est d'avoir été reconnu comme ayant une personnalité juridique pouvant tester en justice en faveur et au nom du peuple du Sahara occidental. C'est ce qu'il a fait devant les tribunaux européens. Il a gagné déjà cette bataille de la représentativité
juridique et du coup, effectivement, il pourrait désormais attaquer des entreprises européennes qui peuvent se trouver impliquées dans le pillage des ressources du Sahara occidental, effectivement. Alors, une dernière question. Je rappelle seulement ce dernier scandale où le Maroc s'est empêtré. Nouveau scandale d'espionnage, cette fois en France, en infiltrant des membres de sa propre communauté établie en France dans des mosquées travaillant pour le Mossad israélien. L'espionnage dont a été victime un chef de gouvernement, le chef de gouvernement espagnol et sa ministre de la Défense. Et c'est ce qui a sans doute, selon beaucoup d'experts de la question sahraoui, contribué grandement au changement brutal de la position de Madrid sur ce conflit du Sahara occidental. La guerre, Monsieur Kanti, la guerre contre le peuple sahraoui livrée par le Maroc prend aujourd'hui des facettes nouvelles, difficiles à contrer. Comment vous voyez la suite aujourd'hui ? D'abord, cette guerre, concernant l'espionnage à travers ce logiciel Pegasus, c'est pas seulement les Sahraouis qui en sont victimes, c'est véritablement un acte de guerre contre d'autres pays, d'autres personnalités, d'autres gouvernements. À n'en pas douter que tous les chemins indiquent le Marzen. On a vu des responsables sahraouis, des militants sahraouis visés par ce logiciel et qui mènent vers le Marzen. Le Citizen Lab qui travaille avec Amnesty International et avec Forbidden Story ont confirmé ce lien. Et l'affaire n'est pas près de s'estomper parce que à peine quelques temps après, on voit aussi que le même chemin indique le Marzen dans l'espionnage contre des membres du gouvernement espagnol. Le premier d'entre eux, le chef de l'exécutif, Pedro Sanchez. Est-ce qu'on peut faire le lien maintenant? On peut le faire, le lien avec le changement brutal de Madrid sur sa position concernant le Sahara occidental. Il y a de fortes chances que le changement brutal du chef de l'exécutif soit en lien avec le chantage permanent auquel se livre le régime marocain contre l'Espagne, et notamment à travers cet espionnage qui est massif, dont a été victime le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères, d'autres membres de la classe politique espagnole. C'est un espionnage généralisé et pour moi, c'est carrément un acte de guerre. Je rappelle que ce logiciel produit par la société israélienne NSO ne peut être vendu qu'à des gouvernements et après avoir été autorisé par le ministère de la Défense de l'entité sioniste. C'est pour dire que c'est réellement... Il provient directement de l'accord signé, l'accord de défense, de partenariat de défense mutuelle entre Israël et le Maroc. Oui, il y a de fortes chances. Les deux régimes ont conclu des accords de sécurité lors de la dernière visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. Et donc, probablement, voilà, ça vient dans ce cadre-là de renforcement sécuritaire. D'ailleurs, je rappelle au passage que les deux régimes enfreignent le droit international, occupent des territoires illégalement et refusent d'obtempérer aux résolutions des Nations Unies en matière de décolonisation. C'est une arme coloniale. Donc c'est une médaille quelque part. Pour terminer, c'est une arme aujourd'hui, cet espionnage massif, mondial, puisque plusieurs pays sont touchés. C'est devenu une arme coloniale autant pour les Israéliens que pour les Marocains. Tout à fait. Le Maroc est tout à fait dans cette logique d'attaquer le peuple sahraoui sur tous les fronts, y compris à travers cet outil de guerre qui est Pegasus, espérant qu'il va pouvoir en finir avec la résistance sahraoui. Mais c'est peine perdue. Le peuple sahraoui est décidé plus que jamais à arracher ses droits par la négociation ou par la force.
Monsieur Belal Kanti, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous dis à bientôt.